Bienvenue dans le chapitre 12 sur les statistiques. Commençons par l'activité numéro 1 sur la moyenne pondérée. Donc, lors d'une séance, le professeur de mathématiques demande à chaque groupe de lancer 50 fois un dé à 6 faces, ou de calculer la moyenne des résultats obtenus. Donc 3 élèves ont obtenu une série, et donc l'objectif c'est de calculer la moyenne. Ils vont le faire de plusieurs manières. Donc Alinor, lui, il additionne tout et il divise par 50. Yvain, lui, fait un tableau et ensuite fait la moyenne aussi. Et plus intriguant pour la dernière suggestion, associer les 1 avec les 6, les 2 avec les 5 et les 3 avec les 4 pour gagner du temps. On va voir quelle est la stratégie la plus efficace, la plus simple à généraliser. Donc, pour la moyenne des résultats d'Alinor, on additionne tout cela, on prend la calculatrice, il trouve 3,54. Ensuite, pour Yvain, on complète le tableau, donc 2 x 6 ça fait 12, 3 x 10 ça fait 30, etc. On additionne donc tous les produits, donc ça fait 177, qu'on divise par 50, 50 étant le nombre de lancers qui ont été faits. Un petit peu plus compliqué, la moyenne des résultats avec Guido. Il associe les 1 avec les 6. Donc, 1 avec les 6. Combien est-ce qu'on avait de 1 ? Des 1, on en a 9. 9 fois 1, 9. C'est bon. Après des 6, on avait 9. Donc c'est bon. 6 fois 9, on les a. Les 2 avec les 5. Donc les 2, on avait 6. 2 fois 6, 12. Voilà, c'est bon. Ensuite, les 5. Les 5, on avait 8. Donc 6 fois 5, 30. Mais il en manque. Donc c'est pour cela qu'il rajoute 2 fois 5 ici. De même pour les 3. Les 3, normalement, il y en avait 10. Et là, 3 fois 8, ça fait que 8, 3. Donc on en rajoute 2 ici. Donc il a voulu associer en factorisant pour aller un petit peu plus vite pour les calculs, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à généraliser. Bien sûr, dans les 3 cas, il trouve la même moyenne. Donc la méthode d'Yvain, c'est la plus efficace, et la méthode de Guido, ça réduit le nombre de calculs, mais c'est pas forcément inadapté, il faut que les données soient symétriques pour qu'on puisse factoriser facilement, ici ce n'est pas le cas. Donc cette méthode n'est pas du tout la plus efficace dans ce cas-là. Pour l'activité 2, il s'agissait d'introduire un nouvel outil, l'écart type. C'est un indicateur de dispersion. Il s'agissait d'étudier 2 groupes de 16 personnes et leur salaire. 1 kilo-euro, c'est égal à 1000 euros. La première question, c'était vérifier que la moyenne des salaires est 1,45. Pour cela, avec le tableur, vous pouvez faire égal moyenne, donc après il y a la fonction moyenne qui apparaît, et vous sélectionnez la plage de données concernée. L'outil fait une moyenne simple, comme nous allons voir dans le cours après. Une moyenne pondérée simple. Et là, en effet, dans les 2 cas, la moyenne des salaires vaut bien 1,45 K euros, c'est-à-dire 1450 euros. Maintenant, nous allons nous intéresser aux écarts à la moyenne. Pour mesurer un écart, on va faire une différence. Donc, on sélectionne le salaire concerné, ici c'est dans la case B1, et on retranche la moyenne qui est de 1,45. Grâce à cette formule, on peut la faire défiler comme cela. Et là, ça calcule automatiquement tous les écarts à la moyenne. On en fait ensuite la somme, grâce à la fonction somme. Vous sélectionnez la fonction somme, vous sélectionnez la plage de données, comme cela, vous fermez la parenthèse et il y a la somme. On obtient 1 fois 10 puissance moins 15, c'est-à-dire 0,000, mais avec 15 zéros, ce qui n'est pas très significatif. Donc on peut changer le format de la cellule avec un certain nombre de décimales. On peut mettre par exemple 5 décimales, et donc arrondi à 5 décimales, la somme vaut en fait 0. On peut arrondir à 0. Les écarts à la moyenne, quand on les additionne, ça fait presque 0. On va faire pareil pour l'autre
groupe. Donc on sélectionne la cellule et on retranche la moyenne. Et on fait défiler. De même, on fait la somme grâce à la fonction somme. Vous mettez égale somme. Vous sélectionnez la plage de données. À gauche, vous cliquez, puis vous appuyez sur Alt, vous maintenez Alt, et ça sélectionne ensuite toute la ligne. Là de même, on trouve quelque chose qui est très proche de 0. Si on fait format de cellule, nombre, et qu'on arrondit à 5 décimales, ça fait 0. Donc on va maintenant calculer le carré de ces écarts. Donc on sélectionne la cellule de l'écart, et pour faire un carré, c'est comme à la calculatrice, c'est exposant 2. Et après vous faites défiler la formule comme cela. On va aussi en faire la somme. On recommence avec le deuxième groupe. On sélectionne la case désirée, ici c'est B6, on l'a mis au carré. On fait défiler. Et on va en faire aussi la somme. Et donc la question c'est dans quelle série les salaires sont-ils le plus homogènes et en quoi les valeurs calculées en 2B donnent une indication par rapport à cela. Alors, si on regarde les écarts à la moyenne, dans les deux cas, on voit que la somme est très proche de 0. Tous les écarts se compensent parce qu'on a des écarts qui sont négatifs, certains gagnent moins que la moyenne, certains gagnent 1,1 K euros alors que la moyenne c'est 1,45 K euros, et d'autres gagnent plus. Tous ces écarts font que quand on fait la somme est nulle. Donc on ne peut pas comparer les écarts à la moyenne, parce que la somme vaut 0. Mais si on prend le carré, on sait qu'un carré c'est toujours positif. Donc quand on a des carrés qui sont toujours positifs, si on fait la somme, on obtient quelque chose de positif ou nul. Et dans ce cas-là, dans le premier cas, la somme des carrés des écarts, on trouve 1,46, et dans le deuxième cas, on trouve 0,42. Là, on peut plus discuter sur la différence des salaires. Dans les deux cas, il y a la même moyenne, mais dans le groupe 2, quand on met les écarts au carré, on trouve un nombre qui est plus petit que dans le premier cas. Donc ça veut dire que dans le deuxième cas, il y a plus de salaires qui sont proches de la moyenne que dans le premier cas. En effet, dans le premier cas, la personne qui gagne le plus gagne 2100 euros, alors que dans le deuxième cas, dans le deuxième groupe, la personne qui gagne le plus ne gagne que 1700 euros. Et la personne qui gagne le moins touche 1100 euros dans le premier groupe, et la personne qui touche le moins dans le deuxième groupe, c'est 1200 euros. Donc dans le deuxième groupe, les valeurs, si on le regarde de plus près, sont en général plus proches de la moyenne, de 1,45, que dans le premier cas. Donc nous allons voir dans le cours comment est-ce qu'on obtient l'écart type à partir de ces données. Chapitre 12, statistiques. En italien, stato désigne l'État. Ce mot a donné statista pour homme d'État. En 1670, le mot est devenu en latin statisticus, pour signifier ce qui est relatif à l'État. Les statistiques ont en effet d'abord désigné l'étude des faits sociaux relatifs à l'État. Série statistique. Une série statistique est un ensemble de nombres qui étudie un caractère donné. Prenons par exemple les notes de 2 élèves, résumées dans le tableau suivant. Commençons par étudier deux outils qui sont la moyenne et l'écart type. Faisons quelques révisions avec la moyenne simple. Nous allons calculer la moyenne de Fanny. Pour cela, nous ajoutons toutes ces notes et on divise par le nombre de notes. On obtient 14,5. Mais que faire lorsque le professeur attribue des coefficients aux notes? Pour répondre à ce problème, nous avons besoin d'utiliser la moyenne pondérée.
Alors on va considérer une série statistique quelconque, on va essayer de rentrer un peu dans le vocabulaire. Donc nous étudions une population, ici notre population ce sont les notes, et ces notes on va les caractériser par une valeur. Donc par exemple, la note 17 qu'elle a eue a pour coefficient 4. C'est comme si la note 17 comptait 4 fois dans la moyenne. On va noter grand N, c'est N1 plus N2 plus jusqu'à NP, ça va être l'effectif total. Et on va noter X bar, la moyenne pondérée de la série, qui vaut alors, X bar c'est N1 fois X1 plus N2 X2 plus etc. jusqu'à NP XP, le tout divisé par l'effectif total. Alors, regardons ça plus concrètement, qu'est-ce que cela veut dire avec les notes de Fanny. Donc, on regarde ces notes, elles sont pondérées par des coefficients, ça veut dire que certaines comptent plus que d'autres. La note 17, comme je l'ai dit, elle rentre 4 fois dans la moyenne. La note 15, elle rentre 2 fois, alors que la note 7 ne rentre, elle, qu'une seule fois en compte. Donc, c'est exactement comme avant, sauf que cette fois-ci, il faut donc multiplier à chaque fois la note par son coefficient. La moyenne va donc être de 4 fois 17 plus, etc. jusqu'à 3 fois 16, le tout divisé par l'effectif total, qui vaut donc 4 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 3. Et donc on prend sa calculatrice et on trouve 15,6. En prenant en compte les coefficients, la moyenne de Fanny est donc de 15,6. Ainsi, la remarque que l'on peut faire, c'est que la moyenne que j'ai qualifiée de simple, c'est la moyenne pondérée avec tous les coefficients NI qui valent 1. C'est-à-dire que dans la moyenne simple, toutes les notes ont la même importance. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Et donc, tous les coefficients valent 1. Nous allons maintenant voir une propriété très importante qui est la linéarité de la moyenne. Que se passe-t-il si on augmente toutes les notes de Fanny de 25% et qu'on leur rajoute 1? Une augmentation de 25%, on se rappelle, grâce au chapitre évolution, c'est multiplié par 1,25. Alors, j'ai directement mis le nouveau tableau qu'on obtenait. On multiplie la note précédente par 1,25 et on lui rajoute 1. Ça fait que Fanny a des notes qui dépassent 20. Donc elle a vraiment des très très bonnes notes. Si on refait la moyenne pondérée avec ces nouvelles notes, elle obtient une moyenne de 20,5 sur 20, ce qui en fait vraiment une excellente élève. Et si on fait maintenant les mêmes opérations sur l'ancienne moyenne, qui était de 15,6, on la multiplie par 1,25, on lui rajoute 1, on retrouve exactement 20,25. C'est la nouvelle moyenne de Fanny. Donc, si on regarde le petit schéma, on part de la moyenne X bar. On la multiplie par 1,25 et on lui ajoute 1. Ça fait 1,25 fois X bar plus 1. Et donc là, ça doit vous rappeler directement le chapitre sur les fonctions affines. En effet, on dit que l'on a fait une transformation affine. Ainsi, si on multiplie toutes les valeurs d'une série statistique par un même nombre, petit m, et qu'on leur ajoute toutes un même nombre p, la nouvelle moyenne de la série vaut m fois x bar plus p. C'est donc ça ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances mathématiques et aller plus loin, vous pouvez essayer de démontrer, ou bien de prouver, on dit, cette propriété en partant d'une série statistique quelconque. Pour cela, je vous invite à regarder la partie « Pour aller plus loin » dans l'espace Moodle avec l'exercice du manuel que j'y ai mis. Il y a quelques petites indications. Vous pouvez essayer de faire la démonstration et il y a la réponse après. Si vous voulez des explications, demandez-moi et si vous voulez, je ferai une petite vidéo explicative dessus. Passons maintenant à l'outil écart-type. Nous allons commencer de découvrir cet outil avec l'activité 2. Son coefficient, la moyenne de Valentin, est aussi de 14,2. Valentin et Fanny ont la même moyenne. En revanche, on peut observer que les notes obtenues sont quand même vraiment différentes.
les notes de Fanny semblent plus régulières, elles sont souvent plus proches de la moyenne qu'elle a, alors que les notes de Valentin sont plus extrêmes. Les notes de Valentin vont de 4,7 à 20. Donc nous allons essayer de caractériser cette différence avec le nouvel outil écart-type. Comme dans l'activité 2, nous allons nous intéresser aux écarts à la moyenne des notes obtenues. Nous allons noter xf bar, la moyenne de Fanny, et xv bar, la moyenne des notes de Valentin. On a que xf bar est égal à xv bar est égal à 14,2. Comme vu dans l'activité, pour éviter que les écarts à la moyenne se compensent, nous allons tous les rendre positifs en prenant le carré. Et nous allons en faire la somme. Pour Fanny, nous trouvons que la somme des écarts à la moyenne au carré vaut 72,04. Et pour Valentin, la somme des carrés des écarts à la moyenne vaut 242,25. On obtient des nombres assez grands et assez difficiles à interpréter dans le cadre des notes qui sont sur 20. Donc tout d'abord, nous allons appliquer l'outil précédent, la moyenne, pour faire la moyenne des écarts à la moyenne qui sont au carré. Ça peut paraître un petit peu tordu, mais si on fait cela, ça veut dire que on prend chaque écart, donc le premier écart c'est 17 moins 14,2, on le met au carré, et on l'additionne à tous les autres écarts qu'on met au carré, et on divise par le nombre de notes, donc 6. Dans le cas de Fanny, en moyenne, l'écart au carré vaut 12. Et en moyenne, l'écart au carré pour Valentin vaut 40,375. Encore une fois, le nombre 40 pour une note sur 20 semble disproportionné et difficile à interpréter. Là, nous avons obtenu la variance. Nous allons enfin arriver à l'outil qui nous intéresse, qui est l'écart-type. La variance n'a pas la même unité qu'une moyenne, car on a pris les carrés des écarts à la moyenne. En effet, quand vous faites une note moyenne, à la fin, le 14,2 de Fanny, ça correspond à la note moyenne, c'est-à-dire si elle avait eu une seule note tout le trimestre, elle aurait eu cette note-là à chaque fois. Mais quand on avait la variance, les nombres étaient beaucoup trop élevés, et donc n'étaient pas significatifs, elles ne sont pas dans la même, on dit, unité. Ainsi, on va rectifier le tir, on va prendre la racine carrée de tout ce qu'on a calculé précédemment, c'est-à-dire de la variance, pour obtenir l'écart-type. Ainsi, l'écart-type des notes de Fanny, c'est la racine de ce nombre, ça vaut environ 3,45, et l'écart-type des notes de Valentin vaut environ 6,35. Et c'est bien plus significatif. Ceci signifie que, en moyenne, les notes de Fanny sont à 3,45 points de sa moyenne, alors que Valentin, cet écart peut monter jusqu'à 6,35. En effet, les notes de Valentin sont plus grandes, on verra plus tard, étendues. Nous allons maintenant généraliser la formule à une série statistique quelconque. Ça va être un petit peu barbare. On considère une série statistique avec des effectifs n1 jusqu'à np et des valeurs x1 jusqu'à xp. On note grand N l'effectif total, donc c'est la somme de tous les effectifs, et on note x bar la moyenne de cette série. Alors on a la variance, c'est la valeur suivante, c'est donc l'effectif fois l'écart à la moyenne, donc c'est n1 fois x1 moins x bar, mais le tout au carré, plus le deuxième effectif fois l'écart à la moyenne au carré, c'est n2 fois x2 moins x bar le tout au carré, plus jusqu'à la fin, donc on a np fois xp moins x bar le tout au carré, et il faut diviser tout ça par l'effectif total qui vaut grand N. Et donc l'écart type, il faut prendre la racine carrée, l'écart type se note sigma, et donc l'écart type c'est la racine de la variance. On a appliqué la formule avec les effectifs qui valaient 1, car on a utilisé la moyenne simple, ou une moyenne pondérée avec des valeurs NI qui valaient 1. Maintenant à la deuxième partie, sur médiane, quartile et étendue. Classons les notes par ordre croissant.
cela va permettre d'étudier d'autres caractéristiques. Donc l'étendue, vous l'avez sûrement déjà vu en troisième, c'est la différence entre les deux valeurs extrêmes. L'étendue des notes de Valentin, c'est donc 15,3, et l'étendue des notes de Fanny, c'est 10. Donc avec cet indicateur, on peut interpréter cela par le fait que Valentin a des notes qui vont entre guillemets plus haut et plus bas que les notes de Fanny. Valentin a des notes entre guillemets plus extrêmes que Fanny. Le premier outil, c'est la médiane. La médiane d'une série, c'est la plus petite valeur telle qu'au moins la moitié de la série lui sont inférieures ou égales. On la note ME. Pour la calculer, si vous vous souvenez, si on a un nombre pair n de valeurs, la valeur de la médiane ME, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Et si on a un nombre impair grand N de valeurs, la valeur de la médiane est la valeur centrale. Nous allons voir cela dans des exemples juste après. Les quartiles aussi, le premier quartile d'une série, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins un quart des données de la série lui sont inférieures ou égales. On la note Q1. Le troisième quartile, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 3/4 des données de la série lui sont inférieures ou égales. On la note Q3. Et donc, la nouveauté, c'est l'écart interquartile qui est la valeur I, c'est Q3 moins Q1. Reprenons les notes de Fanny. Fanny a eu 6 notes. 6 fois 1/4, c'est égal à 1,5. Donc Q1, c'est la deuxième valeur, puisqu'on veut que au moins 25% des valeurs y soient. Donc il faut arrondir au-dessus. Q1, ici, c'est 15. Cela signifie que 1/4 des notes de Fanny sont inférieures ou égales à 15. Si on fait 6 fois 3/4, on trouve 4,5. Donc Q3, c'est la cinquième valeur. Ici, Q3 est égal à 17. Cela signifie que 3/4 des notes de Fanny sont inférieures ou égales à 17. 6 est un nombre pair. Donc la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. J'ai indiqué les deux valeurs centrales avec des flèches. Cela signifie que si on regarde les valeurs, elles sont bien dispatchées en deux paquets de même effectif. On a 7, 15 et 15 et 16, 17 et 17. Et donc on fait la moyenne des deux valeurs centrales. 15 plus 16 divisé par 2, cela donne 15,5. Cela signifie que Fanny a eu autant de notes en dessous de 15,5 et autant de notes au-dessus de 15,5. Faisons maintenant un deuxième exemple. Grâce aux activités 3 et 4, vous avez notamment découvert les effectifs cumulés croissants. On a résumé dans un tableau le nombre de frères ou de sœurs d'élèves de seconde dans un établissement. Alors, le nombre 27 signifie qu'il y a 27 élèves qui ont 2 frères et sœurs. Le nombre 122 signifie qu'il y a 122 élèves qui ont au plus 2 frères ou sœurs. Ici, l'effectif total est de 140 élèves. Analysons ces données. Le rang de Q1, c'est 1/4 fois 140, c'est égal à 35. Q1 est la 35e valeur. Si on regarde dans le tableau, la 35e valeur qu'il y a eu, c'est donc un 0. Donc Q1, c'est 0. Le rang de Q3, c'est 3/4 fois 140, ça vaut 105. Q3 est donc la valeur de la 105e donnée. Si on regarde le tableau, la 105e donnée, donc c'est entre 95 et 122. Et donc, c'est après 95 et avant 122, donc c'est un 2. Cela signifie que 3/4 des élèves ont au plus 2 frères et sœurs. Et l'écart interquartile, c'est I, Q3 moins Q1, c'est 2 moins 0, c'est 2. Voici un petit schéma pour résumer les différents outils que nous avons étudiés. Donc on part d'indicateurs statistiques. Si on descend vers le bas, nous avons les indicateurs de dispersion. Il y a l'écart type, qui mesure les écarts à la moyenne, et l'écart interquartile.
Q3 moins Q1. Ce sont des indicateurs de dispersion qui indiquent si les valeurs sont plus ou moins dispersées. Si on monte, nous avons les indicateurs de position, de tendance centrale, on appelle ça. Nous avons la moyenne et la médiane. Donc la moyenne et l'écart type, c'est utilisé quand on s'intéresse à toutes les valeurs. Alors que la médiane et l'écart interquartile, c'est quand on s'intéresse à une partie des valeurs sans en prendre en compte les extrêmes. Plus concrètement, regardons une étude de l'INSEE de 2019. En France, le salaire médian net mensuel a atteint 1 789 € en 2016, alors que le salaire moyen était beaucoup plus élevé de 2 238 €. Donc ces deux chiffres sont vraiment totalement différents, et en effet, on ne les interprète pas de la même manière. Le salaire médian, cela signifie que il y a autant de Français qui gagnent moins de 1 789 € et autant de Français qui gagnent plus. Mais les écarts pouvant être très grands, donc si on touche le SMIC ou si on fait du tiers-temps ou du mi-temps, on ne gagne pas beaucoup, et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc si on fait la moyenne, avec des extrêmes très élevés, on trouve que le salaire moyen est de 2 238 €, ce qui en réalité ce n'est pas très représentatif du salaire de quelqu'un, si on prend quelqu'un au hasard dans la rue. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser tous ces indicateurs et de savoir ce qu'ils signifient pour éviter de se faire tromper. Maintenant, nous allons voir comment utiliser la calculatrice pour calculer directement ces valeurs, puisqu'avec des grandes séries, ça peut vite devenir très compliqué. Donc nous reprenons les notes de Fanny et les coefficients. Pour rentrer tout cela, vous allez dans Menu, vous appuyez sur 2 pour accéder au mode statistique. Dans la première liste, vous rentrez les notes de Fanny. 17, 15, 7, 17, 15, 16. Ensuite, vous mettez les coefficients en face. Donc, si vous avez différentes questions, par exemple, pour supprimer des listes et des valeurs, vous appuyez sur F6 pour avoir la petite flèche blanche, et vous faites del all avec F4, et là vous pouvez supprimer les listes entières, si jamais vous le supprimiez des données. Là, vous pouvez réappuyer sur la flèche blanche avec F6, et encore une fois avec F6 pour retourner sur ce menu-là. On va donc faire calque avec F2, et vous faites un var avec F1. Et là, toutes les caractéristiques des séries s'affichent. X bar, la moyenne, vaut 14,5, comme nous l'avons calculé à la main. La variance, c'est donc sigma x, c'est donc la 1, 2, 3, 4e ligne, qui vaut 3,45. Ensuite, si vous descendez avec la flèche, vous obtenez n, c'est l'effectif total. Ici, il y a 6, non. Il y a 6 valeurs différentes, si c'est bien ça. Ensuite, nous avons Q1 qui vaut 15. La médiane que nous avons calculée vaut bien 15,5. Q3 vaut 17. Et donc on retrouve bien toutes les informations que nous voulons.